En direct du Salon de l'Agriculture, depuis le stand des Pyrénées-Atlantiques. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. On aime dans les vraies voix responsables avec Philippe David justement parler d'entreprise, parler de sujets qui comptent, qui engendrent forcément une responsabilité, les gens qui se renouvellent et puis qui travaillent pour le chacun, pour le commun, le besoin commun. En tout cas, ce soir, cyberattaque, malveillance, vol. Les agriculteurs ne sont pas épargnés depuis plusieurs années. La montée d'une insécurité visant directement les exploitations agricoles se fait sentir. De l'action ciblée d'opposants politiques à la pure délinquance, les agriculteurs doivent faire face à de nouvelles donnes, toutes filières confondues. La gendarmerie nationale, dernier rempart à l'insécurité du monde rural. On fera le point avec Marie-Laure Pesan, qui est porte-parole de la gendarmerie nationale. Réduire le gaspillage alimentaire à la source, l'apparition de points chauds, le développement de moisissures et la prolifération d'insectes sont les principaux écueils à éviter. La start-up Javelot vise à réduire les pertes lors du stockage des récoltes qui atteignent, accrochez-vous bien, 8% de la production, l'équivalent de 800 milliards de baguettes. Une innovation qui réduit de 90% les insecticides de stockage. Félix Bonduel, le fondateur de Javelot, sera avec nous. Et puis les éleveurs en haute montagne, un modèle en voie de disparition, de véritables produits du terroir, des méthodes ancestrales pour des produits qualité 100% français. Olivier Morin, éleveur de brebis basco-béarnaises et de porc noir gascon à Assap-Arros dans les Pyrénées-Atlantiques, sera avec nous pour en parler. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. On le disait dans ce sommaire, la filière agroalimentaire est très touchée par l'insécurité, le vol et les cyberattaques. Ces exploitations situées en zone rurale, soit 88% du territoire français, c'est la zone de compétence de la gendarmerie nationale. Déployer des actions et des services pour sécuriser la filière, on en parle avec notre invitée. Marie-Laure Pesan est avec nous, porte-parole de la gendarmerie nationale. Bonsoir, merci d'être avec nous ici en direct du Salon de l'Agriculture. En fait, si les chiffres varient d'une année à l'autre, la réalité ne trompe pas. Les intrusions dans les exploitations agricoles sont devenues finalement aujourd'hui, Marie-Laure Pesan, monnaie courante. Alors, les agriculteurs, effectivement, sont touchés au même titre que la population par un certain nombre d'atteintes. On a effectivement du cambriolage, des vols, mais effectivement, de par leur activité, ils sont également la cible de certains malfrats. Effectivement, 90% des faits sont des faits de vol au préjudice des agriculteurs. Donc, ça peut aller du vol de matériel, du vol de bêtes, de véhicules. Voilà, de véhicules. Ça peut être aussi des récoltes. Voilà, c'est assez varié. Et avec l'augmentation des matières premières, la crise économique, on voit aussi apparaître des vols de carburant, aussi des vols de métaux. Voilà, il y a un certain nombre de vols qui font leur apparition. Et ce sont en tout cas des larcins qui ne font qu'augmenter régulièrement de chaque année. Alors, on a quelques larcins effectivement qui augmentent, qui sont actuellement les carburants, les produits phytosanitaires et les vols d'objets. Les vols de GPS, c'est quelque chose qui peut arriver aussi assez fréquemment, de GPS agricole. C'est vrai que c'est un outil de travail très important pour les agriculteurs. En 2019, 14 498 faits d'intrusion clandestine ont été recensés. C'est souvent de la délinquance, on va dire, de voie publique ou de la délinquance plus organisée par des réseaux mafieux, etc. par exemple. Alors vous avez tout type, vous avez de la délinquance qui peut être organisée, les vols de GPS par exemple. On sait qu'un GPS agricole c'est quasiment c'est à peu près 20 000 euros le GPS, donc c'est vraiment très cher. Donc là vous avez des filières qui se mettent en place pour voler la marchandise et l'écouler, mais vous avez aussi de la délinquance, on va dire occasionnelle, ou qui à un moment donné vous avez un délinquant qui voit par exemple un engin avec du carburant qui est facile d'accès, ça va être l'opportunité de le dérober. Donc il y a plusieurs types de délinquance quand même qui touchent les agriculteurs. On le disait, ces exploitations sont situées dans la plupart des zones rurales, 88% du territoire français. Vous, c'est votre zone de compétence. Souvent, les agriculteurs se disent esselés forcément avec des terres autour, donc peut-être que c'est plus facile. Comment vous travaillez avec ces gens-là? Est-ce que c'est eux qui viennent à vous? Est-ce que c'est vous qui allez monter des actions à leur endroit? Alors j'ai envie de dire, l'histoire entre la gendarmerie et les agriculteurs remonte à très longtemps. C'est vrai qu'on a 88% des communes qui sont en zone rurale et donc sous la compétence de la gendarmerie. Ça fait 437 000 exploitations agricoles. Donc vous voyez qu'on a énormément d'exploitations chez nous, exactement. Et c'est
vrai qu'on a un lien très fort avec les agriculteurs. On est présent dans le quotidien, on échange beaucoup, on les voit quand on est en patrouille, quand ils font leur récolte la nuit, le jour. Donc il y a ce lien qui est très fort. Donc on a plusieurs manières d'échanger avec eux. Ils peuvent nous signaler des faits parce que comme ils sont souvent à l'extérieur, ils vont observer peut-être des allées et venues qui sont suspectes. Donc là, avec eux, il y a ce dialogue-là pour être vigilants ensemble sur la sécurité d'un territoire. Mais on a également des signalements qui viennent de leur part quand ils sont cambriolés et parfois effectivement c'est nous à l'occasion de patrouille, on s'arrête, on va discuter avec eux et on voit s'ils n'ont pas été victimes. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, pardon Philippe David, ça veut dire que toutes les exploitations aujourd'hui ont eu affaire à la gendarmerie d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que tous ont été volés ou du matériel détruit à un moment donné? Alors non, pas toutes. On est plutôt dans une logique d'aller au contact. La gendarmerie veut aller vers la population, les différents publics et les agriculteurs sont effectivement des contacts intéressants et créent des échanges intéressants. Donc la gendarmerie va contacter tous les agriculteurs de son secteur, pas forcément parce qu'ils ont été victimes de faits. L'agriculture elle est de plus en plus 3.0. On va le voir tout à l'heure avec Félix Bonduel, on en parlait tout à l'heure avec nos invités. Aujourd'hui, est-ce que les agriculteurs sont aussi victimes de cyberattaques, de hackers, etc.? Alors on le voit au niveau européen et même international, ce sont des risques qui sont en train d'augmenter. L'agriculture est de plus en plus connectée. Maintenant, les agriculteurs ont des outils numériques pour gérer leur hangar, pour gérer la traite des vaches, l'alimentation, la chaleur, le chauffage des zones de stockage. Enfin, il y a énormément d'outils connectés, même pour la santé des animaux. Il y a des outils qui leur permettent de transmettre des données de santé aux vétérinaires. Et donc tous ces outils numériques entraînent forcément un risque numérique. Et donc la gendarmerie essaye de sensibiliser les agriculteurs à ce risque-là. C'est vrai qu'ils ont tellement de choses à penser que parfois ils s'imaginent pas qu'ils peuvent aussi être victimes d'une cyberattaque. Or, au niveau numérique, ils ont des données qui peuvent être sensibles et ils peuvent être hackés par un concurrent, par exemple, qui se dit tiens là il commence à y avoir un marché intéressant à prendre, donc je vais introduire des données, faire croire qu'il y a une épizootie chez mon voisin ou je vais essayer de récupérer des données. Voilà, exactement au niveau fournisseur, les prix, il y a énormément de données qui peuvent être hackées et donc c'est important que les agriculteurs se protègent et donc la gendarmerie est à leur disposition sur ça. On a un réseau de cybergendarmes. Oui, c'est ce que j'allais vous demander en fait. Exactement. Formés. Exactement, qui sont formés en matière cyber, qui sont là pour conseiller les agriculteurs. On a aussi pas mal de gendarmes qui sont référents sûreté. Donc là, ici, sur le salon de l'agriculture, on a plusieurs référents sûreté qui vont au contact des agriculteurs. On en a dans l'ensemble des territoires. On a 300 référents sûreté au niveau départemental et plus de 4000 correspondants sûreté. Ce qui fait que ces correspondants-là vont pouvoir conseiller les agriculteurs pour prendre des mesures de prévention, des mesures techniques pour sécuriser leurs exploitations. Aujourd'hui, on est au salon de l'agriculture, vous nous entendez, ils font des allers-retours, ils sont en train de nettoyer les allées, on les salue. Vous, aujourd'hui, la gendarmerie, généralement dans des salons, vous avez un stand, mais là vous êtes plutôt itinérant. Le travail que vous faites aujourd'hui au salon de l'agriculture, c'est c'est peut-être de la prévention, de la pédagogie, avant qu'il n'arrive quoi que ce soit, et de dire que vous avez des outils qui peuvent les aider. Oui, on est vraiment dans cette démarche-là parce que les référents sûreté sont vraiment formés pour apporter des audits de sûreté sur les exploitations, aider les agriculteurs à identifier les failles qu'il peut y avoir. On est aussi là, on a mis en place un nouveau guide, un guide réflexe pour les agriculteurs qui leur permet d'avoir des conseils pour mieux sécuriser leur exploitation agricole. Donc là, les référents sûreté ont ce petit guide en main pour le présenter, mais ce guide est aussi téléchargeable sur l'application Ma Sécurité dans la rubrique conseil. Donc on a un certain nombre d'outils qu'on veut mieux faire connaître et c'est aussi l'occasion pour tous les référents sûreté de rencontrer aussi leurs acteurs, puisque finalement sur le salon de l'agriculture on a tous les acteurs régionaux, locaux, et donc ils retrouvent leurs acteurs locaux et ils leur apportent aussi un conseil, puisqu'on est aussi dans cette logique de faire du sur-mesure.
Et c'est l'humain aujourd'hui qui prime. Exactement, oui, c'est l'humain, créer du lien pour qu'en fait le bouche à oreille permette de faire découvrir l'offre de service que peut apporter la gendarmerie. On avait un agriculteur tout à l'heure, Jean-François Lamassé de la FDSEA, qui disait nous maintenant il y a des gens qui passent pas loin des villes, ils nous jettent des cailloux sur nous, sur nos engins agricoles. C'est une chose qui malheureusement, parce que c'est totalement idiot de faire ça, qui se généralise sur le territoire français. Alors, c'est des faits, on sait qu'on a un peu d'agribashing aussi, hein, on constate ces faits-là. Effectivement, ça arrive, je ne vais pas vous dire que c'est tous les jours, mais ça arrive. Ce qui est important, c'est de sensibiliser les agriculteurs à ces faits-là et surtout de leur dire de les signaler. Parce que parfois, les agriculteurs sont victimes de faits, ils se disent bon, c'est pas grave, je vais réparer. Mais non, c'est important qu'on puisse le savoir, que la gendarmerie puisse avoir ce renseignement, orienter ses patrouilles et faire en sorte de prévenir ces actes-là. Alors là, chaque jour, vous avez deux équipes cynophiles de la gendarmerie qui présentent également les savoir-faire des chiens. Ce qui est important, les chiens à la gendarmerie, sont des chiens qui travaillent, hein, qui bossent pour la gendarmerie. Qu'est-ce que vous montrez aujourd'hui au travers de ces chiens? La facilité peut-être pour les agriculteurs de faire quoi, par exemple? Alors, ce qu'on veut montrer, c'est que en gendarmerie, vous savez, on a les chiens, on a les chevaux. On est très sensible aussi aux animaux. On travaille avec eux. Il y a un vrai lien qui est là avec eux. Et on a développé des savoir-faire et on est à l'espace canin, effectivement. On a des démonstrations le matin à 11h et l'après-midi à 15h30. Et l'idée, c'est de montrer comment on peut dresser un animal et arriver à développer des technicités. Donc, on a en gendarmerie 525 chiens qui sont partout sur le territoire, qui peuvent faire de la détection de produits accélérants, mais de la détection de stupéfiants, de la recherche de personnes disparues. On a des Saint-Hubert qui peuvent plusieurs jours après rechercher des personnes aussi disparues. Donc on a ce savoir-faire. Et c'est vrai qu'à travers le salon de l'agriculture, on peut montrer finalement comment en dressant un chien, un animal, on peut arriver à certains résultats qui vont aider l'homme. Et finalement, on est sur ce lien fort entre l'homme et l'animal. Je me souviens quand j'étais gamin lors des vacances dans les Hautes-Pyrénées, les gendarmes, c'était un peu comme l'instituteur, comme le maire, comme... est-ce que parce que ça peut être un peu nostalgique du passé, est-ce qu'il y a toujours ça dans les petits villages qu'on aime tant en France et sur Sud Radio en particulier? Oui, le gendarme effectivement vit dans son territoire, donc il est identifié, il va chercher les enfants à la sortie de l'école avec les autres parents, il va au marché, enfin voilà, on vit dans notre territoire, donc c'est vrai qu'on est identifié quand on est gendarme dans les zones rurales ou dans les zones périurbaines. Et effectivement, on a une place, je pense, particulière dans le cœur des habitants qu'on côtoie et dans le cœur des Français, je l'espère en tout cas. Et on est bien entendu dans la prévention régulièrement avec vous, c'est le principe de là, c'est-à-dire on traverse, on est avec des agriculteurs, mais pas que, il y a quand même beaucoup d'enfants justement sur la prévention en fait et la pédagogie du travail quotidien de la gendarmerie et de l'accompagnement, c'est ça, on parle d'accompagnement aujourd'hui. Oui, c'est vraiment accompagner alors les acteurs du monde agricole en parlant de manière large pour leur apprendre un petit peu les ficelles pour mieux sécuriser leur exploitation. C'est aussi attirer leur attention sur les points de vulnérabilité. On est aussi allé à la rencontre de jeunes en formation qui demain veulent être agriculteurs ou exploitants et qui du coup ne sont pas forcément sensibles à certains sujets. Et donc ça, c'est vraiment l'occasion de délivrer des messages et de leur dire on est là pour vous. Si vous avez des besoins, la gendarmerie est là, peut vous conseiller gratuitement et vous aider à être en sécurité. Merci beaucoup Marie-Laure Pesan d'avoir été avec nous, porte-parole de la gendarmerie nationale. Si vous êtes au salon de l'agriculture, vous pouvez aller les voir, leur poser des questions, ils vous répondront avec plaisir. On rappelle cette petite carte aussi, si vous avez un chien, qui est hyper importante, je ne voulais pas rater, je voulais juste l'occasion d'en parler. Oui, alors la gendarmerie aussi, alors c'est l'Île-de-France qui a lancé ça et on est en train de le généraliser, une petite carte. C'est vrai qu'en tant que propriétaire d'animal de compagnie, parfois vous avez un accident, vous avez un malaise et vous savez pas comment va être géré votre animal. Et donc on a développé cette petite carte qui vous permet de donner les coordonnées d'une personne de confiance. Il y a un petit numéro et en fait l'animal pourra être recueilli. Donc il faut essayer de récupérer cette carte, les gendarmes peuvent vous la distribuer et ça vous permet de l'avoir toujours dans votre portefeuille et voilà, en cas de problème, on sait que votre animal sera pris en compte et sera bien traité. Et ben voilà, c'est une belle initiative. Merci beaucoup Marie-Laure Pesan, porte-parole de la gendarmerie. Dans un instant, réduire le gaspillage alimentaire à la source, c'est une très bonne idée, c'est une start-up hyper intéressante. Félix Bauduel sera avec nous dans quelques instants, il est cofondateur de cette belle start-up. Vous restez avec nous, on en parle dans un instant, à tout de suite, on est ensemble jusqu'à 20h. En direct du Salon de l'Agriculture, depuis le stand des Pyrénées-Atlantiques.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. On est ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David, on était avec la gendarmerie et là on va vous montrer, en tout cas vous présenter une belle association. On est toujours avec la gendarmerie, vous êtes lieutenant-colonel de gendarmerie. Absolument, absolument. Vous voulez qu'on se mette au garde à vous? Oui, non, vous pouvez, bon. Absolument. Une belle start-up qui s'appelle Javelot, qui vise à réduire les pertes lors de stockage de récoltes, des pertes qui atteignent parfois 8% de la production, l'équivalent de 800 milliards de baguettes. Une invention qui permet également de réduire 90% des insecticides de stockage. On va tout vous expliquer avec notre invité Félix Bontuel est avec nous. C'est l'un des cofondateurs. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quels sont finalement, qu'on fasse un constat déjà, les difficultés que rencontrent les agriculteurs avec tous ces produits de stockage? Alors la réalité, si vous voulez, c'est que quand on stocke de la matière première agricole, vous avez un certain nombre de risques qui sont assez classiques que tout le monde connaît, moisissure, germination. Et il y a un risque qui est beaucoup moins connu, qui est le risque de développement d'insectes. En fait, quand vous avez des insectes dans le grain, on dit que le grain n'est plus sain, loyal, marchand. Autrement dit, le propriétaire du grain n'a théoriquement pas le droit de le vendre. Donc impropre à la consommation. Absolument. Pour ça, vous avez deux solutions. Vous avez des insecticides de stockage. Je ne vous fais pas de dessin sur le contexte autour des produits phytosanitaires. Oui. On parle d'une interdiction d'ici 2 à 5 ans. Et la seule solution, elle devient préventive. L'objectif va être de refroidir le grain pour éviter les développements d'insectes. Et donc nous, on leur apporte une solution digitale pour les aider dans le bon refroidissement de ces grains. Alors l'idée vient d'où? Est-ce que votre parcours fait que l'agriculture est un choix? C'est quoi? D'où vient cette idée de start-up? Alors un peu double casquette, vous, agricole et ingé. Alors, j'ai la double casquette, effectivement. La réalité, c'est que l'idée, elle vient pas de moi. Il faut rendre à César ce qui est à César. Elle vient de mon associé, Vincent Delcourt, qui est agriculteur dans le Pas-de-Calais, qui est aussi administrateur de coopérative et de négoce, donc il connaît très très bien toutes ces problématiques. Et on a fondé la société ensemble. Effectivement, je suis ingénieur en agriculture, donc on a fondé la société ensemble il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Donc ça veut dire que ça représente quand même pour l'agriculteur des pertes colossales. Sans cette technique. On parle d'un risque qui peut être total. Hein. Encore une fois, quand on parle du grain, finalement c'est le capital de la ferme. Un agriculteur produit, il va produire pendant toute l'année, il va stocker parfois la quasi-totalité de sa récolte, avec ce risque qui peut être total, puisque, encore une fois, s'il ne peut pas commercialiser, il n'a pas de revenus. Alors il y a une double optique environnementale qui consiste à faire baisser déjà la consommation d'électricité de 20 à 40% et d'énergie, parce que c'est multiple les énergies chez les agriculteurs, de 30 à 70%. Alors quand on voit des chiffres pareils avec le prix du gaz, de l'électricité, du fioul aujourd'hui, ça laisse rêveur. Là les agriculteurs qui nous écoutent vont tendre l'oreille. Comment vous faites ? Alors pour refroidir le grain, en fait, dans les silos, vous avez des systèmes de ventilation qui vont nous permettre d'injecter de l'air qui est plus frais que le grain pour le refroidir. C'est extrêmement énergivore. On ventile pendant des heures et des heures tout au long de l'année, de la moisson en juin-juillet jusqu'à la consommation du grain, qui peut être assez rapide, mais qui peut aller jusqu'à la moisson suivante. Oui. Donc on va consommer énormément d'énergie. Et en fait, nous, en optimisant toutes les périodes de ventilation, on va toujours ventiler exactement au bon moment. Et ce qui va nous permettre de diminuer très largement le nombre d'heures de ventilation pour atteindre les températures optimales pour une bonne conservation des grains. Ça veut dire que c'est une opération quasi chirurgicale en fait. Ah oui. Exactement. En fait, historiquement, pour ventiler, on sait qu'il va faire un petit peu frais la nuit suivante. On va démarrer le ventilateur, il va tourner toute la nuit. La réalité, c'est que on va refroidir le grain efficacement aux périodes les plus fraîches de la nuit. Donc, à partir de minuit, 1h du matin jusqu'à 6h du matin, il faut ventiler au bon moment, le déclenchement à la minute près, effectivement. Comment ça, parce que c'est hyper intéressant. Ça veut dire que c'est comment c'est planté. Vous avez quelque chose qui est planté dans le stockage, comment ça se passe? Alors nous, on a une donnée de base qui est vraiment indispensable, c'est la température du grain. Sans la température du grain, naturellement, on ne peut rien faire puisqu'il faut contrôler la température en temps réel pour savoir quand ventiler. Et donc nous, on va contrôler la température du grain, la température extérieure et essayer d'optimiser en fonction des coûts de l'énergie, de ces températures et de tout un tas de paramètres pour, encore une fois, ventiler de manière optimale. Mais oui, mais comment vous faites? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un petit quelque chose à planter à l'intérieur? Exactement, on va installer des sondes de température. Alors ça dépend. Cherchez le mot, pardon. Exactement. C'est la balise GPS mais de la température. C'est à peu près ça. Ça va dépendre en fait de la typologie de silo. Il y a des sondes qui vont être appliquées. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'appelle Javelot, parce que la sonde historique c'est une sonde qui fait 2 mètres,
qui ressemble un petit peu à un javelot. Après, on a des silos, ça peut monter très très haut, hein, plusieurs dizaines de mètres. Et donc là, on va installer des câbles avec plusieurs points de température. Effectivement, on installe ça dans les silos et après, on vient connecter les systèmes de ventilation. Nous, on n'est pas vendeur de ventilateurs, mais on rend intelligent les ventilateurs. Et donc, on va les connecter pour pouvoir faire une sorte de domotique et piloter les ventilateurs à distance. Alors, autre chose importante, nos auditeurs agriculteurs, écoutez bien, pour les insecticides de stockage, vous faites baisser la consommation de 90%. Alors, excellente chose pour l'environnement, excellente chose pour la santé. Combien ça permet de gagner d'argent à un agriculteur moyen? Expliquez-nous déjà le process et combien ça permet de gagner d'argent à... La réduction. La réduction, parce que 90% de consommation en moins, c'est bien pour la trésorerie. Ça s'écoute en tout cas. La réalité, c'est qu'on les supprime quasiment. Alors nous, les consommateurs d'insecticides sont plutôt les organismes stockeurs derrière. Les agriculteurs, il arrive assez rarement finalement qu'ils traitent à la ferme. Mais par contre, on peut parler d'une économie qui va jusqu'à au moins 1 euro par tonne, sans parler de la logistique, qui peut être de plusieurs euros par tonne. Ce qu'il faut imaginer, c'est que sur une tonne de grain, un organisme stockeur ne va pas sortir plusieurs dizaines d'euros par tonne. C'est des marges brutes qui sont extrêmement faibles et donc gagner 1, 2, 3, 4, 5 euros, ça peut être plusieurs dizaines de pourcents de marges brutes qui vont être préservées. Donc c'est extrêmement important économiquement, effectivement. Aujourd'hui, les clients, j'imagine, ça sonne à la porte. C'est quelque chose qui coûte cher d'installation. Pour ceux qui nous écoutent, par exemple, ça peut correspondre à quoi ? Alors, ça coûte cher, tout est relatif. La réalité, c'est que nous, le ROI, il est immédiat. Bien sûr. En fait, quand nos clients installent des solutions comme les nôtres, d'autant plus, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la situation énergétique actuellement, en fait, le bilan économique, il est toujours positif et on explique à nos clients qu'en fait, installer Javelot leur fait gagner de l'argent simplement en évitant de consommer trop d'énergie et c'est très, très pertinent en ce sens-là. Est-ce que c'est un modèle qui peut se transposer dans d'autres filières que le stockage? Est-ce que finalement, on peut s'ouvrir à d'autres métiers, d'autres expertises? Oui, tout à fait. Alors, on pourrait travailler sur d'autres métiers, la pomme de terre, par exemple, où on est beaucoup sollicité sur la pomme de terre. Nous, on revendique aujourd'hui d'être les experts du grain. C'est vraiment notre spécialité parce que on ne stocke pas et on ne transporte pas du grain comme on pourrait transporter ou stocker du sable ou du gravier. Évidemment, c'est de la matière qui est vivante. C'est complexe de stocker ce genre de matière première. Et donc, nous, aujourd'hui, on revendique le fait vraiment d'être spécialisé dans la conservation des grains plus que d'autres matières premières agricoles. Et il y a une chose qui est importante quand on parle de grains, vous me reprenez si je dis une bêtise, c'est que la France, Dieu merci, exporte encore du grain un peu dans le monde entier. Est-ce que ça marche, Javelot, pendant la logistique? Parce que comme vous chargez dans un port céréalier comme Le Havre, comme le Rouen ou Le Havre ou La Rochelle, des grains qui vont aller à 1000, 3000, 10 000 km, est-ce que ça peut fonctionner durant le tempo de la logistique? Alors oui, ça peut fonctionner. Maintenant, sur les bateaux, les temps de logistique en général sont assez faibles. Sur nos réseaux à nous, il y a peut-être un intérêt qui peut être moindre que sur des stockages très long terme, puisque la température ne va pas évoluer en l'espace de quelques heures ou de quelques jours. Il y a une grosse inertie. Par contre, on a d'autres outils qui seraient tout à fait judicieux dans les bateaux. Je pense aux pièges à insectes connectés. Aujourd'hui, on a développé un outil avec un institut de recherche qui s'appelle Arvalis, des pièges à insectes connectés, où le principe, en fait, c'est qu'on va prendre une photo de ce qui se passe dans le tas de grains. On est capable, par l'intelligence artificielle, de détecter s'il y a des insectes, de les compter et de les reconnaître. Et quel type d'insectes, c'est ça? Exactement. Et ça nous permet, en fait, de leur donner une marche à suivre. Encore une fois, pour essayer de limiter au maximum l'utilisation d'insecticides. Vous êtes ici au Salon de l'Agriculture avec nous. J'imagine que forcément, vous avez rencontré des dizaines et des d'agriculteurs aujourd'hui. Est-ce que ce modèle peut fonctionner même sur même sur des sociétés aujourd'hui qui vont pas bien? Est-ce que c'est aussi une manière de leur dire, non seulement on va vous aider à avoir des stocks et finalement à ne pas gâcher d'argent, mais en plus vous allez en rapporter plus? Encore une fois, notre modèle économique leur fait gagner de l'argent, donc je pense que oui. Et le retour sur investissement, il n'y a pas d'investissement très massif au démarrage, donc le retour il est extrêmement rapide. Et oui, je pense que c'est judicieux et c'est finalement limiter les risques, encore une fois, de pertes qui peuvent être très très importantes. Est-ce que c'est normé? Est-ce qu'il fallait développer des normes ou développer peut-être j'ai oublié le nom. Non, pas du tout. Je cherche le nom. Déposer un brevet. Est-ce qu'il fallait déposer un brevet?
concret. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une start-up qui est aujourd'hui reconnue? Est-ce qu'il vous manque encore des normes ou des choses à obtenir? Non, alors aujourd'hui on grandit très vite, donc on est vraiment reconnu, et je pense que les gens du métier connaissent et reconnaissent ce qu'on fait et notre expertise métier. Donc là-dessus il n'y a pas vraiment de sujet. Maintenant voilà, la reconnaissance. Il faut juste le déployer, c'est ça. Exactement. Javelot a été créé en 2018, vous avez désormais 25 salariés et vous surveillez 10% du stockage de grains français, soit 8 millions de tonnes. C'est quand même une performance exceptionnelle pour une boîte qui a à peine 5 ans. Alors vous avez même les chiffres d'il y a quelques semaines, puisqu'aujourd'hui on n'est pas loin de 40. Ah bah oui. On va se stabiliser assez vite. 40 salariés, une cinquantaine de personnes. Ah oui, absolument. Vous avez doublé en quelques jours, donc c'est bien. En quelques semaines, mais effectivement on était 25 en janvier, on recrute entre 1 et 3 personnes par semaine en ce moment, donc c'est assez massif. On essaie d'ailleurs de garder tout l'état d'esprit de Javelot parce que c'est vraiment notre marque de fabrique. Mais effectivement on a des croissances très fortes. Aujourd'hui on surveille une dizaine de pourcents du marché français et on a vocation d'ici 5 ans à surveiller 50% du marché européen. Oui, parce qu'on parle des 164 milliards de déficit commercial de la France. Javelot, vous êtes en train de le vendre dans des gros... En Europe, mais dans d'autres pays, il y a de gros producteurs de céréales, hein. Les USA, le Canada, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Australie. On pourrait citer la Russie et l'Ukraine aussi. Alors la Russie, le commerce est plus compliqué, l'Ukraine aussi. Exactement, mais ce sont les marchés à grains. C'est un gros sujet qui est sur la table en ce moment. C'est 30% des exportations mondiales de blé. Alors évidemment, le contexte est un petit peu complexe, mais aujourd'hui, notre marché est plutôt européen, même si évidemment, on regarde outre-Atlantique et en Australie et en Asie et partout. C'est un vrai savoir-faire français aujourd'hui en matière d'innovation? Je pense qu'on est assez en avance. Aujourd'hui, on n'a pas de concurrents au niveau européen. On a une concurrence qui est émergente dans d'autres pays, mais aujourd'hui, je pense que c'est un vrai savoir-faire français et je pense qu'on est très en avance sur beaucoup d'autres pays, sur cette bonne conservation dans des conditions, mais c'est vrai pour toute l'agriculture française. Et je sais que vous recrutez. Absolument, oui. On recrute, donc n'hésitez pas parce qu'on a beaucoup de postes ouverts, on a besoin de compétences. C'est le moment de le dire. De l'emploi, vous pouvez le dire déjà maintenant. C'est le moment de le dire. Quel type d'emploi vous cherchez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on recherche beaucoup de personnes en service client, on cherche des développeurs web, on cherche des data analysts, des data scientists. Globalement, on recrute à tous les niveaux. Sur les marchés en général. Absolument. Mais bon, globalement, aujourd'hui, on arrive à recruter. Maintenant, on a besoin de beaucoup de compétences et on est preneur. Dernière question, on a fait un débat sur la souveraineté alimentaire. En quoi Javelot participe-t-elle à la souveraineté alimentaire de la France? Alors on parle beaucoup de la souveraineté alimentaire effectivement dans l'agriculture. Moi je parle aussi de souveraineté numérique. C'est un sujet, on sait que nos clients doivent absolument mettre en œuvre cette transition digitale, ça devient vital, et de le faire avec des acteurs français. Je pense que c'est important parce qu'on parle beaucoup de la donnée numérique. La donnée autour du stockage, elle a sa sensibilité, et de travailler avec des acteurs français où on s'engage à avoir des financements français, de stocker la donnée en France, je pense que c'est essentiel. Et on parle beaucoup de gaspillage alimentaire, et là pour le coup vous êtes plutôt en avance. Et là on est très en amont, on est tout en haut de la filière, en tout cas très en amont, et effectivement c'est notre métier. Merci beaucoup. C'est une belle start-up qui deviendra grande. Félix Bonduel était avec nous, cofondateur de cette start-up. Allez voir sur le site internet si vous êtes intéressé, bien entendu, que vous soyez agriculteur ou en recherche d'un métier dans la technologie. Dans un instant, on va Philippe prendre la David. direction des montagnes pyrénéennes. On va recevoir Olivier Morin, éleveur de brebis basco-béarnaises et de porc noir gascon, avec un savoir-faire exceptionnel. Ça vous met en appétit? Non, pas du tout. Moi, oui. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Félix Bonduel, d'avoir été avec nous. On reste ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. En direct du Salon de l'Agriculture, depuis le stand des Pyrénées-Atlantiques. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Dans ces vraies voix responsables avec Philippe David, on a fait le grand écart ce soir. Ah oui, là on était dans les Hauts-de-France et là on part dans le Béarn. Voilà, c'est ça. Éleveur en haute montagne, un modèle peut-être en voie de disparition, en tout cas de véritables produits du terroir, des méthodes ancestrales pour des produits qualité 100% français. Olivier Morin est avec nous, éleveur de brebis bascon-béarnaises et de porc noir gascon des Pyrénées-Atlantiques est avec nous. Bonsoir, merci d'être là. Rien que de parler de ça, on sent vraiment que là, on est vraiment, quand on parle de terroir et d'ancestral, on est vraiment dans les montagnes avec vous. Bonsoir, exactement. On est dans un territoire traditionnel où le pastoralisme et la transhumance est au cœur de notre agriculture, et c'est vrai que le côté héritage, le côté familial et tout ce qu'on nous a transmis pour nous aujourd'hui est très 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 important. On parle toujours de l'agriculture, des grandes exploitations. Vous, c'est de l'agriculture de montagne qui vous fait encore vivre. Racontez-nous ce qu'est en 2023 cette agriculture de montagne qu'on aime tant.
Alors, l'agriculture de montagne aujourd'hui, pour par exemple notre département des Pyrénées-Atlantiques, c'est d'abord des petites exploitations. Il faut savoir que les Pyrénées-Atlantiques, la moyenne des exploitations, c'est entre 30 et 40 hectares. Ouais. Mais c'est un système d'exploitation qui est pour les vallées tourné vers la montagne, puisque sans la montagne, nos exploitations ne seraient pas viables. Et donc voilà. Et il faut savoir que le département des Pyrénées-Atlantiques, malgré la petite taille de ces exploitations, on est le département aujourd'hui numéro 1 en termes d'installation en France. Alors si aujourd'hui il y a une telle dynamique, ben c'est parce que forcément quand on n'a pas trop de choix, qu'on a des petites surfaces, eh ben il faut s'arracher entre guillemets, je dirais, pour pouvoir vivre de ce métier et pouvoir donner envie aussi de le transmettre. Olivier, c'est une transmission familiale, vous parlez de transmettre. Est-ce que ça se transmet aujourd'hui de génération en génération? Alors aujourd'hui, dans notre département, le plus gros des installations, effectivement, il se transmet de manière familiale, mais de plus en plus, il se transmet de manière hors cadre. Je suis le fruit d'une installation hors cadre familiale. Personnellement, Qu'est-ce qui vous a donné envie? Alors, on va dire que quand on est à Arrête, un petit village du Béarn, on tombe dedans. Depuis qu'on est petit, du coup, c'est viscéral. Voilà, c'est de voir, ses voisins, ses brebis, et puis tous les aspects culturels, etc. qu'il y a autour. Et on a une agriculture qui est en mouvement, qui vit au rythme des saisons. Et en fait, c'est tout ça qui vous donne envie. Il n'y a pas de routine dans notre agriculture. C'est le bien-être animal, mais le bien-être humain aussi. Alors, jusqu'à aujourd'hui, effectivement, oui. C'est le bien-être animal, c'est le bien-être des éleveurs, dans un cadre, forcément, qui est somptueux. Tout ça, effectivement, ça donne envie de travailler au grand air et de travailler au contact des animaux. Alors, vous élevez des brebis de race basco-béarnaise. Quelles sont leurs caractéristiques? Alors, je parle basque. Ah oui, béarnais. Alors, j'élève des brebis basco-béarnaises. Dans notre département, nous avons 3 races locales, la manèche-tête noire, la manèche-tête rousse et la basco-béarnaise. Donc sur la partie béarnaise, on a plutôt de la basco-béarnaise. Pourquoi on élève des basco-béarnaises? Mais parce que tout simplement, on a fait le choix de garder ces races qui étaient déjà présentes depuis la nuit des temps. On part du principe que si elles sont là, c'est qu'elles étaient adaptées à notre système. Et donc aujourd'hui, moi je suis président de ces 3 races locales. Et donc on travaille quand même, on fait de la génétique, on fait de la sélection. Mais c'est une sélection très particulière, puisque c'est une sélection pour continuer à aider, accompagner nos animaux à s'adapter à ce territoire. Et vous faites le pressage de vos fromages de brebis à l'aiguille. Comment ça se passe, le pressage à l'aiguille? Racontez-nous. Incroyable. Alors, le pressage du fromage, la recette, c'est une recette traditionnelle, même si on a amélioré un petit peu quelques étapes. C'est de l'osso hirati? C'est de l'osso hirati, tout à fait. On a amélioré quand même quelques étapes, puisque c'est quand même physique, on brasse des volumes un peu plus importants que par le passé. Mais j'ai voulu garder ce contact avec le produit, puisque quand on fait du fromage, il y a un lien avec la matière, et c'est ce contact-là qu'on ne veut pas perdre. Donc évidemment le pressage à l'aiguille, et puis en plus ça entretient physiquement. Qu'est-ce que c'est le goût? Le goût, est-ce que c'est le goût finalement de la montagne, de l'herbe? Parce que le goût, forcément, l'herbe sur le goût du fromage, c'est important aussi. Les pâturages, le goût du pâturage, on le sent dans le fromage. Alors la première étape, la chose la plus importante, c'est déjà de faire du fromage avec du lait cru. Parce que si on fait du fromage avec du lait cru, on conserve toutes les caractéristiques du lait qui est produit sur la ferme. Et là, on a vraiment une expression du terroir. Donc ça, c'est la première étape. Après, évidemment, il y a la race, puisque chaque race aura un peu des qualités de lait différentes. Et après, intervient évidemment ce qu'on donne à manger aux brebis. Alors, on a une grosse période hivernale où quand même, les brebis sortent un peu en journée, mais le gros de la nourriture
nourriture, c'est en bergerie, c'est avec des foins qu'on va récolter sur nos fermes essentiellement. Et après, évidemment, je dirais que le summum, c'est lorsqu'on part en transhumance, lorsqu'on va en estive, c'est ce fromage d'estive qui est exceptionnel. Et là, vraiment, s'expriment les saveurs des prairies d'altitude et du savoir-faire. Et vous élevez aussi des porcs noirs gascons. Alors vous les nourrissez avec les céréales et le petit lait que vous produisez. Ils sont élevés dans les châtaigneraies et les chênaies. Ils se nourrissent de glands et de châtaignes. Un élément essentiel, comme disait Cécile, les moutons c'est l'air pour le goût de ces porcs noirs gascons qui sont fabuleux. Alors, ils se nourrissent des glands et des châtaignes, bien sûr, en saison. Après, comme vous l'avez dit, on donne des céréales. Et pour le porc noir gascon, c'est la même chose que pour les brebis. On avait des brebis adaptées à nos territoires. Et le porc noir gascon, c'est pareil. On a pris une race locale qui était déjà présente sur notre territoire, qui a failli disparaître. Qui a failli disparaître. Il y a un gros travail qui a été fait pendant une trentaine d'années par les éleveurs pour le relancer. Et c'est la qualité de ce cochon, la qualité intrinsèque de ce persillé, de cette viande qui a du goût. Et comme je dis, quand on mange de ce cochon-là, on ne mange pas du cochon en fait. C'est jamais sec le porc noir gascon. Non, jamais. Ce n'est jamais sec, c'est fabuleux comme race. Jamais. Et alors, qu'est-ce qui différencie, tiens, pardon Cécile, le porc noir gascon du pata negra espagnol? Parce qu'il est fabuleux le porc noir gascon. Alors, c'est certainement des souches qui sont, qui sont des cousins très, très, très éloignés. Mais après, c'est un peu les mêmes caractéristiques. C'est des cochons qu'il faut élever dehors. C'est pas des cochons qu'on peut élever dedans parce qu'ils ont besoin de bouger. Oui. C'est des cochons qui étaient élevés à l'origine pour faire de la graisse, parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'on n'avait pas de congélateur, donc il fallait de la graisse pour conserver les aliments. Donc en fait, si on ne veut pas qu'ils produisent trop de gras, il faut que ces cochons ils bougent, et c'est un cochon qui a besoin d'aller chercher de la ressource naturelle. Il nous reste moins de 2 minutes et vous voulez absolument parler de rugby. Parce que là, il y a un match de rugby forcément. Dans le salon de l'agriculture et vous êtes talonneur. On a un talonneur. Vous avez un gabarit de talonneur en plus. C'est le pressage à l'aiguille. Effectivement, je suis venu à vous, mais sachez que je suis en train de louper les premiers matchs du tournoi du salon. Non, mais là, vous allez gagner la finale, vous allez rentrer. Non, je vais arriver pour la finale, je vais être tout frais. Effectivement. Alors, oui, agriculture, rugby. Si on reste attaché à notre pays, c'est toute une culture aussi, c'est tout ça qui vous donne envie de rester au pays, de travailler au pays, de faire ce métier. Et de continuer à faire vivre justement ces traditions. Exactement, et il faut savoir que voilà, l'agriculture, c'est un fournisseur, un gros fournisseur de joueurs de rugby, parce que l'état d'esprit, il est le même. L'esprit d'équipe. La solidarité. Exactement. Et il faut savoir que l'agriculture de montagne, c'est une agriculture qui est très solidaire parce qu'on n'a pas le choix. Comme je vous l'ai dit, on a des petites exploitations. Donc c'est par la solidarité et par des actions collectives, par le collectif qu'on s'en sortira. Et quand vous allez arriver pour jouer, on va pas dire les cochons sont dans le maïs, mais on va dire le porc noir gascon est dans le maïs. C'est bien ça. C'est bien ça. En tout cas, merci d'être passé par notre micro. On était ravis de vous avoir, Olivier Morin. Merci. D'avoir été avec nous. Et puis si on veut acheter vos produits, on fait quoi? Et il faut venir me voir. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Très bien. En tout cas, c'est une jolie invitation. Merci d'avoir été avec nous. Philippe David, on se retrouve demain. Demain à 17h comme d'habitude. Tranquille. Voilà, ensemble. En pleine forme. Très bien. Et dans un instant, Yvan Cujus. Yvan Cujus, oui, notre ami Yvan Cujus qui dans le Loft Musique reçoit Élodie Arnoux et Lynn. Mais tout de suite, on va parler d'argent. Absolument. Comme tous les soirs avec Stéphane Moller. Conseil de famille. À demain 17h. Allez, demain, salut.